We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. So, for instance, they could have me say things like, President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. That's a time when we need to rely on trusted news sources. It may sound basic, but how we move forward in the age of information is going to be the difference between whether we survive or whether we become some kind of fucked up dystopia. Thank you, and stay woke, bitches. Récemment, Vladimir Poutine déclarait « Celui qui contrôlera l'intelligence artificielle dominera le monde ». Vladimir Poutine a raison. Au XXIe siècle, dans une économie de la connaissance, l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine vont être la clé de tous les pouvoirs. Bien contrôler les cerveaux, qu'il s'agisse des cerveaux biologiques ou des cerveaux faits de silicium, est la clé du pouvoir géopolitique, du pouvoir économique. Well, that was the big surprise of this morning. USSR and USA took control of this meeting. No, that's not true at all. So we continue, we can move ahead, don't worry about that. Christine, votre avis là-dessus? Parce qu'on passe notre temps à ne plus savoir, ce qui est quand même la pire des situations. On passe notre temps à être abreuvé d'informations, on passe notre temps à aller chercher de l'information, on doit être un peu masochiste. Et au fond, au final, qu'est-ce qu'on peut, je dirais, en passant de la relevance, de la pertinence à l'acuité, au discernement, comment est-ce qu'on peut faire rester sur le bon axe, si je puis dire? Alors, je démarre quand même en disant que vous voyez bien que c'est un humain qui a fait ça. C'est pas l'intelligence artificielle, c'est quand même un humain. C'est lui qui est responsable de ça. Donc, ne nous trompons pas de procès. Les fake news, alors c'est évident. Voilà, l'intelligence artificielle, les plateformes surtout ont diffusé de manière massive ces fake news. Il ne faut pas oublier aujourd'hui qu'il y a beaucoup de bots, de robots, de faux profils qui diffusent aussi toutes ces informations. Et un chiffre, il y a un rapport qui est sorti en 2017 qui s'appelle Fake News Machine et qui explique qu'avec 400 000 $, aujourd'hui, on peut déstabiliser un pays, une démocratie, tout simplement en diffusant massivement des fake news, en utilisant des fermaclics, c'est-à-dire des gens qui sont aux Philippines, en Thaïlande, etc., qui vont cliquer de manière à ce que, cette information se propage massivement. Et puis, évidemment, des gens qui construisent ces fake news. Alors, ce qui est très compliqué, il y a l'effet plateforme, l'effet diffusion, et donc la facilité que quelqu'un de malveillant peut avoir à, aujourd'hui, je dirais, déstabiliser des démocraties. Et puis après, la complexité, on la voit dans l'exemple qui a été donné, c'est que jusqu'à présent, on était plutôt habitué à des fake news de texte. Dans un journal, voire des choses qui sont dites à la télévision. Mais là, ce qui complexifie cette influence de la fake news, c'est que comment on peut reconnaître une fake news dans une photo qu'on voit sur Internet, sur Twitter, où on passe peut-être 5 secondes à regarder la photo, mais on est quand même impacté, voire plus loin, ce qui a été le cas là, dans une vidéo. Donc, un montage vidéo de fake news avec une voix qui n'est pas la bonne, etc., etc. Et donc, la technologie permet aujourd'hui d'être extrêmement puissant dans la manière dont on peut construire ces fake news, et elles sont évidemment très fortement déstabilisatrices de démocratie. Mais il y a d'autres endroits. J'étais à Moscou récemment,
une semaine où on a vu beaucoup de start-up et un écosystème très, très innovant à Moscou. Mais il faut savoir quand même, à Moscou, 200 000 caméras dans la ville. Et ces caméras ont permis de faire de la reconnaissance faciale, en particulier au moment du foot. Et simplement, par exemple, cette reconnaissance faciale qui a été faite sur des milliers, voire des millions d'individus, ce sont essentiellement des populations blanches. Et donc, moi, j'ai vu des entreprises qui présentaient ces technologies à Moscou en disant on est le meilleur du monde, on a 90% de reconnaissance, et puis maintenant, il faut même de la reconnaissance de l'émotion. Et puis, il faut la reconnaissance de gestes. Donc, on va pouvoir dire telle personne est en train de voler un vélo. C'est ça aussi l'objectif. Donc là, on a aussi des atteintes à ce que l'on appelle notre vie collective et nos démocraties. C'est-à-dire que ces caméras qui nous surveillent partout, en particulier à Moscou, on est dans la rue, on ne sait même pas qu'il y a ces caméras. Il n'y a pas un endroit dans Moscou où on passe sans être regardé. Voilà. Donc, que deviennent nos démocraties dans ces univers-là? Ça pose évidemment des problèmes majeurs. Et puis, on est dans ce monde de la post-vérité, où les gens réagissent à l'émotion, à l'opinion, que ça soit vrai, que ça soit faux. Et ça, je crois qu'on a quand même un devoir nous, en tant qu'enseignants, d'éducation par rapport au contenu de l'information. On a un devoir aussi en tant que parents d'éduquer les enfants par rapport aux informations qu'ils reçoivent et par rapport à cette réaction qui se fait uniquement sur l'opinion et sur aujourd'hui l'émotion. Et on doit vivement retrouver ce que c'est qu'une vraie information. Mais en même temps, pour avoir discuté avec beaucoup de journalistes sur la manière dont le journaliste affirme le fait que son information, c'est effectivement la vérité, qu'elle n'est pas biaisée. On pourrait quand même avoir tout à fait un débat sur qu'est-ce que c'est qu'une information vraie, mais là, je laisse Bernard le faire bien mieux que moi. Voilà. Donc, je pense qu'on est dans un moment effectivement majeur où nos démocraties peuvent être déstabilisées. Il y a eu l'exemple aussi des données de Cambridge Analytica, de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour orienter les votes des individus. On sait que tous ces systèmes existent. Je ne sais pas si vous avez vu en Chine aujourd'hui, mais il y a des vidéos d'influence du gouvernement. On est presque dans le petit livre rouge de Mao, qui se diffuse partout, auprès des petits-enfants, auprès des adolescents, etc., etc. Donc on est dans ces systèmes où effectivement cette information, elle est diffusée partout, en particulier sur les enfants et sur les adolescents qui sont des cibles plus fragiles. Et donc, il faut trouver des solutions. Alors, il y a quand même, par exemple, côté thèse, si je puis dire, il y a des thèses en computer science, en sciences humaines et sociales, qui, aujourd'hui, arrivent à monter des systèmes qui permettent de détecter automatiquement les fake news. Parce qu'aujourd'hui, c'est ni la CNIL, ni mince, j'ai oublié le nom du groupe de journalistes du Monde, les décodeurs qui décodent l'information du Monde, qui sont trop peu nombreux pour gérer, c'est formidable, mais ils sont trop peu nombreux pour gérer toutes ces informations qui circulent. Et donc on a besoin aussi de systèmes automatiques qui détectent les informations négatives. Et là on est dans un système où on ne sait pas quand ça va s'arrêter, parce que ces systèmes-là sont aussi biaisés. Et donc, je crois que la solution, c'est une solution aussi qui doit être politique et qui n'est pas uniquement, évidemment, une solution technique. Philippe Chatalik ? Alors, cette IA, elle peut nous aider justement à détecter ces fake news. Je n'ai pas de micro. Voilà, c'est le début de la démocratie. Qui fout le camp ? En fait, quand j'ai vu la thématique, moi, ça m'a fait penser à des travaux d'une collègue, donc je vais rebondir sur ce qui vient d'être dit. J'ai une collègue qui travaille à l'INRIA Saclay et qui s'intéresse depuis pas mal d'années au problème. Alors, c'est pas vraiment la détection des fake news, c'est plutôt le travail journalistique de fact-checking. Et ça fait plusieurs années qu'ils montent des projets qui se succèdent les uns les autres pour essayer de voir comment on peut essayer de contribuer, pour essayer d'aider le citoyen et les journalistes, en premier lieu, puisque la presse est quand même un outil dans nos démocraties qui est extrêmement utile pour filtrer, analyser et nous aider à comprendre aussi le monde dans lequel on vit.
Et bien, en fait, j'ai regardé un petit peu des travaux qu'ils ont faits, et notamment un travail, il y a un travail assez récent qui est intéressant, mais c'est un travail qui n'est pas 100% IA, c'est en fait l'intégration de techniques de gestion de données massives avec des outils d'IA aussi, qui permettent, qui sont utilisés aussi dans d'autres contextes, hein, mais l'idée c'est d'essayer d'extraire à partir de différentes sources d'informations des choses qui nous semblent normalisables par rapport à certains critères et de les exprimer dans un même cadre qu'on stocke dans des répertoires un peu différents. Et ensuite, on va utiliser des techniques d'interopérabilité des données pour arriver à poser des requêtes sur des ensembles de données massives et très divers. Alors, ils ont fait des travaux pour essayer, par rapport à une nouvelle particulière, d'arriver déjà à identifier quels peuvent être les corpus de données qui peuvent être utiles pour essayer d'analyser cette information. Et il y a un travail qu'ils viennent de mener, là, c'est un papier qui a été publié cette année, je crois, ou l'année dernière, dans lequel ils ont intégré des données qui sont à la fois des données ouvertes qui sont publiées par l'Assemblée nationale. Ils travaillent, donc c'est une équipe qui travaille notamment avec les décodeurs du monde. Donc ils ont récupéré des bases de données, des identifiants Twitter d'un certain nombre de personnalités politiques. Et puis, ils ont analysé pendant une période donnée qui correspondait à une période de campagne électorale tous les tweets qui ont été balancés sur un certain nombre de sujets. Et en analysant ces textes ou ces messages qui peuvent contenir des images, ils ont essayé de les catégoriser, de distinguer ce qui était des affirmations, ce qui était des retweets d'informations, ce qui était de la transmission d'informations, ce qui était des communications privées, des communications publiques. Et ils ont proposé un modèle via le passage à une espèce de formalisme unifié de représentation des données, hein, ce qui ne s'obtient pas immédiatement, ce qui demande des techniques de traitement de l'information pour arriver à normaliser ça. Ils ont réussi à analyser cette base de données qui correspondait à quand même de l'ordre de 900 000 tweets, ce qui n'est pas rien, qu'ils ont transformé donc, sous des formes d'unités élémentaires. On utilise un langage qui s'appelle RDF, Resource Description Framework, pour arriver à standardiser un peu et associer des propriétés à des informations. Et ils ont travaillé sur un corpus qui, à la fin, représentait plus de 20 millions d'unités élémentaires d'informations, ce qui est une quantité d'informations phénoménales. Et à partir de ça, ils ont essayé de tracer un peu, de se poser un certain nombre de questions. Et on arrive... Alors, ils ont porté une attention particulière à l'aspect temporel, puisqu'en fait, dans l'univers des nouvelles qui circulent, les choses évoluent dans le temps. Hein. Il y a des réactions à des événements, il y a des affirmations, des contre-affirmations, il y a des gens qui changent d'avis. Et donc, voilà, ils ont essayé de voir dans quelle mesure on pouvait utiliser des outils d'intégration de données et d'analyse plus ou moins automatisés pour aider les journalistes, non pas à leur dire ça c'est une fausse nouvelle, parce qu'on n'est pas vraiment en mesure d'analyser tous les tenants et les aboutissants, mais au moins à les aider à comprendre d'où viennent ces informations, qui a pris position sur quoi, quelles sont les informations qui ont été relayées, qu'est-ce qu'une personne savait à un moment donné, qu'est-ce qu'une personne a dit à un moment donné, quelles sont les personnes qui ont pu récupérer cette information. Ils ont réussi à répondre à des questions, par exemple, sur quelles sont toutes les informations qui sont traitées par un groupement d'hommes politiques associés à un même parti et qui ne sont pas traitées du tout par ceux d'un autre parti. Quels sont les points sur lesquels des individus ne sont pas d'accord, débattent. Enfin voilà, tout un tas de techniques qui peuvent être intéressantes, et ils ont pu aussi analyser comment certains types d'informations arrivent à se propager au travers de tweets, à se diffuser. Voilà. Bon, c'est juste un témoignage, je n'ai pas d'avis particulier là-dessus, sauf que je pense que ce sont des techniques qui peuvent aider au moins certains citoyens ou certains journalistes à essayer d'affiner un peu leur analyse d'un monde qui est de plus en plus complexe face à un déluge d'informations qui pose des problèmes à tout le monde. Merci à toutes et à tous. On va faire une pause. Ce n'est pas une affaire d'intelligence artificielle.